Les hommes ont quitté les rivages de la Méditerranée et ont finalement débarqué un jour chez nous. Ils sont venus comme des forçats, des déportés, des relégués, contraints, forcés et jetés au bagne de Calédoune. Eux, ils ne sont pas venus de leur propre gré, mais leurs descendants, et je voudrais saluer ici ce soir leurs descendants, ils ont choisi, ils ont pris la décision de rester et de s'enraciner sur cette terre. C'est pourquoi nous sommes là ce soir au Centre culturel Tjibaou. C'est pourquoi le Centre culturel Tjibaou est heureux d'accueillir ce moment de mémoire et de partage. C'est important pour le Centre que ces noms résonnent aussi ici, sur cette terre qui a accueilli Mélanésia 2000, et dans cette maison que notre pays a voulu consacrer à la promotion de l'identité kanak. Mais qu'est-ce que l'identité kanak? Jean-Marie Tjibaou lui-même a répondu « Notre identité, elle est devant nous. Elle n'est pas dans le passé, elle est dynamique. L'identité se reformule, l'identité s'enrichit des relations. » Et je dirais ce soir, comme je l'ai dit au vernissage de l'exposition Calédoune, que l'identité kanak s'enrichit de nos paroles partagées et de nos histoires mêlées. Et la vocation de cette maison est d'accueillir ces échanges sur nous-mêmes. Je souhaiterais donc la bienvenue à tous ici, et bienvenue en particulier à nos coutumiers de la région Adjouareux. En éclairage complémentaire de l'exposition Calédoune, nous sommes également très honorés et heureux d'accueillir ce soir la conférence de Louis-José Barbançon. José, évidemment, n'est plus à présenter. C'est un habitué de notre maison, où il aime participer au débat sur les enjeux de notre pays. C'est en 2008, je crois, que remonte sa dernière conférence, présentée ici, une réflexion sur le gouvernement Tjibaou de 1982. Pour le situer, je ne vais pas vous faire ni sa biographie, ni sa bibliographie, parce qu'on sera là encore demain matin, je crois. Je dirais simplement que José Barbançon est un historien calédonien, et j'ajoute tout de suite que dans notre pays, ce n'est pas toujours facile d'être à la fois historien et calédonien. Ce n'est pas facile d'avoir à la fois la rigueur de l'historien et la proximité du calédonien. Pas facile d'observer la distance nécessaire du scientifique et assumer la connivence du pays et des hommes que l'on aime. Avec d'autres, José a tracé ce chemin et a réussi, je crois, ce challenge de faire émerger dans notre pays, surtout aujourd'hui, c'est important, cette histoire enracinée, l'histoire vue de l'intérieur, une histoire qui raconte notre histoire, mais qui dit aussi la complexité, la difficulté, mais aussi la richesse de notre intimité. Je ne veux pas en rajouter, José. Je te souhaite la bienvenue et je te donne la parole. Oleti Atakwash Wallace pour toutes ces paroles. L'exposé qui va suivre s'attache à préciser le contexte historique, juridique et statistique de la présence arabe, puisque c'est ainsi qu'ils ont choisi de se dénommer en Nouvelle-Calédonie à Calédoune. Pourquoi utiliser le terme arabe quand la majorité des Arabes de Nouvelle-Calédonie de souche ancienne sont originaires du Maghreb, le couchant en langue arabe, qui comprend le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Quand l'Association des Arabes est créée en 1969, ses fondateurs n'ont voulu exclure personne et intégrer ceux qui avaient une ascendance d'Aden avec ceux du Maghreb. Les descendants des Maghrébins et ceux des Arabes du Yémen étaient ensemble dans la vie quotidienne ou au travail. Les mariages les liaient. Il n'y avait pas de raison d'établir une distinction par le nom. Afin que personne ne soit exclu ou ne se sente exclu, c'est le terme générique arabe qui a été choisi, puis revendiqué et porté avec fierté.
Qui suis-je, moi, le Roumi, pour les contredire et ne pas respecter leur choix? Ce soir, je dirai donc les Arabes. Mais qui étaient donc ces fils d'Aden? Les Ghaleb, Youssef, Hassan, Ali Kayed, Salem et bien d'autres. Souvent, chauffeurs dans les soutes à charbon des vapeurs passant par Suez, ils ont fait souche en Nouvelle-Calédonie. Sujets britanniques, soumis à un permis de séjour, leurs alliances avec les familles issues d'Afrique du Nord leur permirent plus tard d'être naturalisés français. Pourquoi Calédoune? Cette prononciation à l'arabe de Calédonie a longtemps été usitée en Algérie. Une malédiction populaire encore prononcée à Oran en 1958 disait « Que Dieu t'envoie à Calédoune et ses portes en fer ». Elle montre que pendant longtemps, dans la conscience collective algérienne, Calédoune fut perçue comme une terre de châtiment et de damnation. Ce soir, la vie sur les concessions, la fondation des familles, le maintien des traditions ne sont pas évoqués, puisqu'il a été décidé de les aborder dans l'exposition et au travers de films et de témoignages oraux, ainsi que dans le livre Calédoune que j'ai signé avec Christophe Sand. Le travail présenté est le fruit de 25 années de recherche, toutes financées sur fonds propres. Et malgré tous mes efforts, il comporte encore beaucoup trop de lacunes. Les données juridiques donc. Les Arabes de Nouvelle-Calédonie de souche ancienne y sont arrivés au titre de 3 lois pénales. La loi du 8 juin 1850 sur la déportation politique, la loi du 30 mai 1854 sur l'exécution de la peine des travaux forcés et la loi du 27 mai 1885 sur la relégation des récidivistes. Je commencerai par les condamnés à la déportation politique. Au titre de la première loi du 8 juin 1850, 116 Algériens et 1 Tunisien condamnés à la peine de la déportation seront immatriculés en Nouvelle-Calédonie. La déportation est une peine politique qui ne s'applique qu'en Nouvelle-Calédonie depuis la loi du 23 mars 1872 et ce, jusqu'au vote de la loi du 9 mars 1895 qui ajoutera les îles du Salut en Guyane comme lieu d'application de la déportation en enceinte fortifiée, cette dernière loi ayant été votée en urgence la nuit pour l'un des plus célèbres déportés français, le capitaine Albert Dreyfus. Il existe 2 degrés de déportation. La déportation simple qui s'applique à l'île des Pins ou à Marais et la déportation en enceinte fortifiée qui a pour cadre la presqu'île de Ducos. Ainsi, Boumezrag El-Mokrani, qui dans un premier temps a été condamné à mort par la cour d'assises de Constantine en mars 1873, ayant vu sa peine commuée en déportation simple par une décision du président de la République, sera déporté à l'île des Pins. La déportation est une peine perpétuelle, mais elle n'entraîne pas l'obligation de travailler. Les déportés ne devaient pas revêtir la casaque d'infamie marquée d'un matricule. Ils vivaient dans leur case, habillés en civil, et portaient la barbe en signe de liberté. Le régime subit, marqué par l'autoritarisme des surveillants et de l'administration pénitentiaire et par le poids de l'exil, n'est cependant pas de même nature que celui des condamnés aux travaux forcés. Au titre de la déportation politique et suite à l'insurrection kabyle de 1871 du Pachaga Mohamed El-Mokrani, 101 insurgés sont envoyés en Nouvelle-Calédonie entre 1874 et 1875, dont Boumezrag, le frère du Pachaga, tué au combat. Ils sont rejoints entre 1877 et 1883 par 26 déportés condamnés à la suite des révoltes d'El Amri, des Aurès et du Sud-Oranais, et par un déporté condamné à Tunis. 11 étant décédés en mer, c'est donc bien 117 origines du Maghreb qui subissent la déportation politique à Calédoune.
Le premier convoi de 34 déportés arrive sur le Loir le 16 octobre 1874 et le second de 59 déportés, dont Boumezrah Mokrani, sur le Calvados le 18 janvier 1875. Les autres déportés politiques d'Algérie arrivent par petits groupes ou individuellement. Tous les déportés politiques en provenance d'Algérie ont été embarqués sur des convois qui transportaient des condamnés français aux travaux forcés. Ces déportés politiques seront amnistiés par la loi du 1er février 1895. Mais entre-temps, de nombreuses grâces individuelles ou commutations de peine ont été accordées, si bien que sur les 117 déportés initiaux, ils ne sont plus que 24 dans la colonie au moment de l'amnistie. 25 y sont décédés. Par exemple, 11 déportés algériens sont rapatriés par la Creuse dès le 27 novembre 1879, donc bien avant l'amnistie. Leur peine étant commue en bannissement ou en détention ou remise définitivement. Ils faisaient partie des 42 déportés d'Algérie qui avaient participé activement comme éclaireurs ou cavaliers de la brigade de Bourail à réprimer les derniers foyers de rébellion de la grande insurrection kanak du chef Ataï entre 1878 et 1879. Autre exemple, les 2 déportés des combats de l'Aurès en 1880 et 8 des 12 déportés de la révolte du Sud-Oranais condamnés à Oran en 1881 et arrivés en Calédonie en 1882 et 83 seront graciés et rapatriés par le Tanaïs en avril 1890, bien avant l'amnistie. Boumezrah El Mokrani ne sera amnistié qu'en 1904. Il rentre à Alger où il meurt le 11 juillet 1905, après 30 ans d'exil. Pour être complet, il faut ajouter que 2 Tunisiens sont condamnés à la déportation simple par des conseils de guerre tenus pendant la Grande Guerre, à Médénine, en Tunisie. Il s'agit de Belkacem Ben El Hadj Messaoud Leboudi et Aoud Ben Ali Douadi, reconnus coupables respectivement en avril 1916 et mars 1917 de participation à un complot pour le premier et des mêmes faits pour le second, aggravés de participation à un pillage et port d'armes dans un mouvement insurrectionnel. Ils sont tous 2 déportés en Calédonie sur l'El Kantara avant d'être graciés en 1922. Ces 2 dernières condamnations à la déportation montrent qu'il n'y a pas qu'en Nouvelle-Calédonie qu'il y a eu des révoltes dans les colonies contre le recrutement de soldats pendant la Grande Guerre. Enfin, signalons que Mustapha Aga Mahmoud et Hassam Ahmed El Mahmoud sont condamnés en juillet 1920 par un conseil de guerre siégeant à Beyrouth à la déportation simple pour complot visant à porter le pillage dans Tartous en Syrie. Ils arrivent à Nouméa par l'El Kantara du 7 septembre 1921 et seront graciés en janvier 1923. Il faut donc constater que la loi sur la déportation politique a été relativement peu utilisée par les autorités judiciaires et militaires françaises en Algérie. Voilà, sur cette photo, vous avez Mokrani qui est là. Elle a surtout permis d'éloigner de nombreux notables, des cheikhs, des cadis, des marabouts, des lettrés, et ce pour reprendre les termes de l'époque qui faisaient fonction de commandement pendant les luttes de résistance à la conquête coloniale. D'ailleurs, elle ne sera plus prononcée après 1882. Les dernières condamnations ayant entraîné des déportations en Nouvelle-Calédonie, c'est Oran en décembre 1881 et Tunis en décembre 1882, mis à part les condamnations de la Grande Guerre dont je viens vous parler. Ces déportés politiques, souvent dénommés déportés kabyles, sont les mieux connus et les plus célèbres. De nombreux écrits, des films, dont Les Kabyles du Pacifique de Mehdi Lalaoui, leur ont été consacrés. Signalons également le DEA présenté par Mme Gisèle Chauvet et l'article que nous avons signé ensemble à leur propos.
tous les Algériens condamnés à la déportation politique qui se sont mariés pendant leur peine sont entrés en Algérie avec leur famille et, à notre connaissance, ils n'ont pas laissé de descendance en Nouvelle-Calédonie, du moins, comme le dit Tayeb Haïfa, officiellement. Les récidivistes, maintenant, condamnés à la relégation. À la différence des déportés politiques, ils sont très mal connus. Le même phénomène existe pour les relégués français, où l'aura de la déportation politique a condamné à l'oubli ces récidivistes, souvent auteurs de petits délits répétés, ou encore mendiants, qu'on appellerait aujourd'hui SDF, sans domicile fixe, et dont la société française se débarrasse en Nouvelle-Calédonie comme en Guyane, à partir de 1885. Ils seront 161 Algériens, un Tunisien et un Marocain à être condamnés particulièrement par la Cour d'appel d'Alger. 139 condamnations au total à Alger. 4 Algériens ont été condamnés à Aix-en-Provence et à être immatriculés à la relégation en Nouvelle-Calédonie. Je ne connais pas les chiffres concernant la Guyane, mais je sais que c'est par milliers qu'ils ont été envoyés en Guyane comme relégués. Le premier convoi de relégués arrive par le Magellan en 1888 et le dernier par la Calédonie en 1897. C'est également le dernier convoi de condamnés aux travaux forcés. La relégation est une peine accessoire qui s'ajoute en cas de récidive à la dernière peine prononcée. En Nouvelle-Calédonie, la relégation collective s'exerce surtout à l'île des Pins et à Prony, dans le sud de la Grande Terre. Selon les pointages que nous avons effectués et qui sont encore en cours, 134 sur 163, soit plus de 82% des relégués originaires d'Algérie, sont décédés en Nouvelle-Calédonie, dont 46 à l'île des Pins. À titre de comparaison, il n'y a que 21% des déportés politiques arabes qui sont décédés en Nouvelle-Calédonie, dont 2 à l'île des Pins. Pourtant, l'histoire n'a retenu que ces 2 derniers. Ces chiffres ne tiennent pas compte des décès en mer dont je n'ai pas retrouvé la mention. À notre connaissance, une seule famille calédonienne d'origine algérienne est issue de la relégation, la famille Ben Sassi, descendante de Righi Salah Ben El Hadj Sassi, né à Biskra vers 1867 et condamné par la Cour d'appel d'Alger en 1895. Une étude sérieuse sur la catégorie des relégués algériens reste à faire. Mais donc, si les Arabes de Calédoune ne descendent ni des déportés politiques, ni des récidivistes relégués, d'où viennent-ils? Précisément de la dernière catégorie, les transportés condamnés aux travaux forcés, et c'est l'objet principal de notre communication. La loi du 30 mai 1854 prévoit que tous les condamnés aux travaux forcés, à l'exception des femmes, seront transportés dans une colonie autre que l'Algérie pour y subir leur peine. Pour distinguer ces condamnés des déportés politiques, on les appelle les transportés. Mais attention, s'il existe une peine de déportation pour les politiques et de relégation pour les récidivistes, il n'existe pas de peine de transportation. Juridiquement, personne n'a jamais été condamné à la transportation. C'est la condamnation aux travaux forcés qui entraîne la transportation, laquelle n'est donc que le mode d'exécution de la peine des travaux forcés. Ces travaux forcés s'exécutent principalement en Guyane et en Nouvelle-Calédonie à partir de 1863. À partir de 1869, tous les condamnés d'origine arabe seront systématiquement dirigés vers la Guyane et même pendant une courte période vers Obock à partir de 1886. La Nouvelle-Calédonie étant, pendant cette période de 69 à 89, là,
réservé aux seuls forçats d'origine européenne. De 1864 à 1868, la Nouvelle-Calédonie recevra 253 transportés arabes. Le premier, Braham Ben Mohamed, sera le seul arabe du premier convoi, arrivé par l'Iphigénie le 9 mai 1864. Puis suivront la Sibylle, avec 118 transportés le 23 septembre 1867 et 96 transportés sur le Fleurus le 11 février 1868 et 38 sur la Néréide le 4 mai 1868. Tous ces convois sont partis du bagne de Toulon. La reprise de la transportation des condamnés arabes vers la Nouvelle-Calédonie est officialisée par une dépêche ministérielle du 26 août 1889, car le gouverneur général de l'Algérie s'est plaint du nombre toujours croissant des forçats d'origine arabe qui s'évadent de la Guyane et qui parviennent à se cacher dans les tribus d'Algérie. La décision du 26 août prévoit que, je cite, « tous les Arabes condamnés aux travaux forcés seront dirigés vers la Nouvelle-Calédonie ». À partir de 1889, une commission de classement affecte les condamnés en Nouvelle-Calédonie ou en Guyane selon leurs antécédents ou leur dangerosité. Cette commission, ça s'applique à tous, sauf aux Arabes, qui devront être envoyés plus spécialement et uniquement en Nouvelle-Calédonie. Ce dispositif reste en place jusqu'à l'arrêt des convois en 1897. Un premier convoi de 144 Algériens est embarqué le 22 septembre 1889 sur le ville de Saint-Nazaire. Il arrive en Nouvelle-Calédonie le 12 novembre suivant. Désormais, les navires ne partent plus de Toulon, ils partent de Saint-Martin-de-Ré, ils font escale à Alger, où les forçats d'Algérie, de Tunisie sont détenus au dépôt d'El Arrache, avant de rejoindre Nouméa par le canal de Suez. Les Arabes constitueront alors une partie importante de l'effectif des 12 derniers convois de forçats arrivés en Nouvelle-Calédonie. Par le ville de Saint-Nazaire, le Calédonien et le vapeur, la Calédonie. Ils sont en effet 1568 condamnés aux travaux forcés d'origine arabe sur un effectif pendant cette période de 3422 transportés en Nouvelle-Calédonie. Donc les Arabes, pendant cette dernière période, représentent 46% de l'effectif. Sur le dernier convoi, le 75e et dernier convoi, qui arrive ici le 27 février 1897, on dénombre 319 transportés, dont 168 Arabes, soit plus de 52% de l'effectif. Ces chiffres et ces pourcentages montrent à eux seuls l'activité répressive des cours d'assises et des conseils de guerre tenus en Algérie, ainsi que du tribunal criminel de Tunis. Une étude des effectifs des convois vers la Guyane apporterait certainement un correctif à ces données, car les envois de forçats métropolitains ont repris vers la Guyane depuis 1887 et ne concernent plus uniquement la Nouvelle-Calédonie. Mais ce correctif ne saurait remettre en cause le raisonnement énoncé. Rappelons en effet que la population de la France métropolitaine en 1896 est de plus de 38 millions d'habitants, alors que la population algérienne est évaluée à 4 millions d'habitants. Le pourcentage de 46% de condamnés d'origine arabe sur les convois de forçats vers la Nouvelle établit sans conteste que la peine des travaux forcés a été lourdement utilisée par la justice française en Algérie et en Tunisie. D'autant plus qu'il faut, aux effectifs de la Nouvelle-Calédonie, joindre ceux de la Guyane, ceux d'Obock, dont les chiffres ne sont pas encore établis. Donc, pour résumer, les transportés d'origine arabe arrivent en Nouvelle-Calédonie en deux contingents bien distincts. 253
entre 1864 et 1868, et 1568 entre 1889 et 1897, auquel il faut ajouter un forçat qui arrive tout seul sur le Fontenoy en 1885, et dont je me demande encore pourquoi il n'a pas été dirigé sur la Guyane. Ces chiffres ne tiennent pas compte des décès à bord des navires transporteurs qui ne sont pas signalés sur les registres matriculaires. Néanmoins, nous n'avons relevé que 4 décès d'origine arabe en mer au cours de la première vague de 253 transportés entre 1854 et 1868, ce qui constitue un faible taux de mortalité. La recherche reste à faire pour les 12 dernières convois de 1889 à 1897. Ce sont donc au total 1822 condamnés aux travaux forcés à l'origine des Arabes de Calédonie, dont je vais tenter de vous présenter maintenant le profil. Par pays d'abord. Sur les 1822 condamnés aux travaux forcés, immatriculés en Nouvelle-Calédonie, 1702, soit 93,4%, sont originaires d'Algérie, 63 de Tunisie, 48 du Maroc, 7 du Soudan et 1 de Smyrne en Turquie d'Asie, mais condamné en Tunisie. Nous avons joint à cette liste un originaire de Bagdad, condamné à Aix-en-Provence en 1893. Les origines par ancien département algérien se répartissent ainsi sur les 1696 condamnés dont nous avons les données. Donc, le département d'Alger, 543, soit 32%, à peu près un condamné sur 3. Le département de Constantine, 45%, 764, et le département d'Oran, 389, 23%. Alors bien entendu, il faudrait actualiser ces données, ainsi que les suivantes, et les replacer dans le contexte d'un autre découpage que le découpage colonial, avec les noms d'aujourd'hui. Mais ça, c'est un travail qui dépasse mes compétences. L'âge et l'état civil. Sous réserve de ce que le préposé aux écritures de l'administration judiciaire a noté, la moyenne d'âge de nos transportés est de 30 ans. Le calcul est fait sur 1816 condamnés sur 1822. Les 253 premiers arrivés, entre 64 et 67 en provenance de Toulon, sont un peu plus âgés, à peu près 31 ans, mais ils ont séjourné dans ce bagne avant leur envoi à la Nouvelle. À titre de comparaison, les condamnés à la déportation arabe, dont je vous parlais tout à l'heure, les chefs, les cadis, etc., ont une moyenne d'âge de près de 39 ans. La moyenne d'âge des relégués, elle, est de 34 ans. Par tranche d'âge, nos relevés ont permis d'établir les graphiques ci-contre, que vous avez là. Les plus jeunes sont âgés de 16 ans, l'âge minimum pour la peine des travaux forcés. L'âge maximum étant de 60 ans et 70 ans pour la déportation politique, ce qui montre là encore la différence de régime. Parmi ces jeunes, voilà, j'ai retenu un berger, Slimane Ben Mohamed ou Abdallah, né au Douar Maratka à Tizi Ouzou, condamné à 10 ans de travaux forcés par la cour d'assises d'Alger en avril 1890. Arrivé en Nouvelle-Calédonie le 7 mai 1891, Slimane y subira toute sa peine. Il sera libéré le 22 mai 1900 et décédera à Nouméa le 23 octobre de la même année, à l'âge de 26 ans. Un autre, un journalier, Messabi Oudali Ben Messabi, originaire du Douar El Marigna à Mascara, condamné à 20 ans de travaux forcés pour assassinat par la cour d'assises d'Oran, en juin 90. Il arrive à Nouméa le 27 octobre suivant, il est libéré en août 1911 et sera réhabilité judiciairement en avril 1925. Nous n'avons pas retrouvé de traces de son décès dans les registres d'état civil et on peut supposer qu'il a pu rentrer en Algérie. Le plus âgé, Amar Ben Boudjema, a 59 ans. Ce cultivateur, né au Douar Méada à Tlemcen, est veuf et père d'un enfant quand il est condamné à perpétuité par le Conseil de guerre d'Oran en 1891.
Arrivé à Nouméa, le 27 juillet 1892, il décède en cours de peine à l'île Nou, 4 ans plus tard, en mai 1896. À partir des 1800 dossiers de la pénitentiaire sur 1822, nous avons réussi à relever les données suivantes quant à l'état civil, mais toujours avec les mêmes réserves, ce que le préposé a écrit. Ce qui est frappant, c'est le nombre important de condamnés mariés. Plus de la moitié des condamnés algériens sont mariés. Ce n'est pas le cas des condamnés français, condamnés dans l'Hexagone, où les gens mariés représentent un faible pourcentage par rapport aux célibataires. Peut-être qu'on se mariait plus jeune aussi en Algérie par rapport à ce qui se passait en France. 63% de ces condamnés mariés ont des enfants. Et si l'on se réfère au nombre d'enfants répertoriés, c'est plus de 1400 enfants qui seront orphelins de fait, les possibilités de revenir en Algérie étant réduites et les perspectives d'y revenir très éloignées dans le temps. L'examen des dossiers montre que c'est l'Algérie rurale qui est particulièrement affectée par les condamnations aux travaux forcés. Les professions liées au monde rural, cultivateurs, journaliers, bergers, fellahs, camès, représentent plus de 80% de l'effectif étudié. Les professions artisanales ou liées au transport, bouchers, boulangers, cordonniers, tailleurs d'habits, forgerons, cochers, postillons, dont certaines d'ailleurs devaient s'exercer en milieu rural, ne couvrent que 5% des activités, tandis que les professions commerciales, marchands, commerçants, cafetiers, n'en représentent que 3%. Il y a peu de notables. On ne trouve qu'un seul cadi et qu'un seul cheikh. 13 talebs ont également été recensés. Ce qui fait donc bien la différence avec la déportation politique. Les militaires ne sont que 3%, ainsi que les manœuvres, portefaix et gens de maison. Enfin, 5% sont déclarés sans profession. Les condamnations maintenant. Sur nos 1822 originaires du Maghreb condamnés aux travaux forcés, 1732 le sont en Algérie et 87 en Tunisie. Mais en Tunisie, ça sera que après 1880, c'est-à-dire au moment où il y aura un protectorat français en Tunisie. Les Tunisiens condamnés en Algérie le sont par les tribunaux algériens. Un condamné arabe a été condamné à Aix-en-Provence, un à Bastia, et on en retrouve même un condamné par un conseil de guerre à Mexico pendant l'expédition de Napoléon III au Mexique en 1865. Par ancien département algérien, vous avez là les proportions par département qui ressemblent beaucoup d'ailleurs aux proportions d'origine que vous avez vues tout à l'heure. Ces 1732 condamnations algériennes sont prononcées par des cours d'assises pour 1248 d'entre elles ou des conseils de guerre pour les 484 restantes. Je précise cela parce que les conseils de guerre, c'est des officiers français, les cours d'assises, bien évidemment, ce ne sont que des colons français qui siègent. Il n'y a personne d'origine algérienne qui siège dans les cours d'assises. Quels sont les types de condamnations? Les peines de mort. Quand elles ne sont pas exécutées tout de suite, elles sont commuées en général à la perpétuité des travaux forcés. Pour notre panel, elles représentent 181 condamnations en Algérie, soit un peu plus de 10% des peines. La peine capitale représente 9% des peines prononcées en conseil de guerre et 8% en cour d'assises. Il faut ajouter 6 peines capitales prononcées en Tunisie. Le père de Tayeb Haïfa Ben Saïd, dont vous avez là le seul cliché qui existe, a été condamné à mort, puis sa peine a été commuée aux travaux forcés en perpétuité. En Nouvelle-Calédonie, plusieurs transportés arabes seront condamnés à mort, mais ils ne seront que 4 à être exécutés. Le premier forçat de toute la transportation guillotinée, le 16 juillet 1868, est Hamida Ben Sela, originaire de Mostaganem. Puis il faut attendre avril 1895
pour que le Tunisien Chedli Ben Amor Tebbourski soit exécuté. Il est suivi en 1899 de Srir Ben Ali ou Ben Mohamed et en 1923 de Djeloul Ben Miloud Redji. Il faut ajouter en 1905 l'exécution du relégué Kenatra Miloud Ouladi. Sur 1700 condamnations prononcées en Algérie, 73% le sont à 8 ans et plus. En Tunisie, on retrouve la même proportion, c'est-à-dire 73,5%. Comme nous le voyons sur ce graphique, les tribunaux algériens et tunisiens ont usé et abusé de la condamnation à 8 ans et plus. Pour quelles raisons? L'article 6 de la loi de 1854 prévoit que les condamnés à 8 ans de travaux forcés et plus seront à la fin de leur peine placés en résidence perpétuelle et obligatoire. Ceux qui sont condamnés à moins de 8 ans, le minimum des travaux forcés étant de 5 ans, le maximum de 20 ans, devront à leur libération rester dans la colonie en résidence obligatoire un temps équivalent de la durée de leur peine. Si je prends l'exemple de Boubedroun Mohamed Ben Salah, qui a été condamné en 5 ans en 1893, il est écroué là, avec un premier matricule, 20 369. Puis il est libéré à la première section. Là, il reçoit un deuxième matricule, 10 638, au bout de 5 ans. Et enfin, au bout de 5 ans, il reçoit un troisième matricule, il est admis à la deuxième section, sous le numéro 4474. À partir de là, il aurait pu rentrer en Algérie. Mais il choisit de s'établir à Bogen, et il est à l'origine des Belles Patronnes, son nom initial, Boubedroun, ayant été, comme trop souvent ici, transformé par l'administration. Donc, vous l'avez compris, ce seuil important de 8 ans, qui est la clé de compréhension de la loi de 1854. Condamné à 8 ans et plus, c'est s'assurer que le transporté sera obligé de rester quasi définitivement, sinon pendant des décennies, dans la colonie, loin de son lieu d'origine. Cette disposition est souvent mal comprise par les condamnés, et surtout par leurs familles, qui ne cessaient d'écrire au ministère concerné pour obtenir le retour de leur père, fils, mari, qui à leurs yeux avaient accompli leur peine. L'exposition donne bien des exemples de ces correspondances. Obtenir la deuxième section libératrice est souvent synonyme de retour au pays. Ce sera là des combats menés par les libérés algériens qui se verront longtemps refuser cette grâce, malgré les avis favorables des autorités de Nouvelle-Calédonie. Le ministère de la Justice en France ou le ministère de la Guerre, selon que la condamnation a été prononcée par une cour d'assises ou un conseil de guerre, préférant, comme les autorités algériennes d'ailleurs, qu'il reste en Nouvelle-Calédonie. Quelles sont les incriminations pour lesquelles les Algériens ont été condamnés? Les incriminations mettent au jour toute la difficulté de juger de la justice en situation coloniale, puisqu'elle ne représente que les points de vue de l'administration française, des colons jurés d'assises, des officiers membres des conseils de guerre. Dans un premier temps, notons le nombre important d'assassinats et de meurtres, qui atteint des taux que l'on n'en retrouve pas en France métropolitaine, sauf en Corse, où les crimes de sang ont toujours été majoritaires. Il serait vain de croire que toutes ces incriminations ne sont pas liées à la vie d'une société humaine, avec ses enjeux de pouvoir, ses crimes passionnels, ses jalousies, ses déviances. La société algérienne n'y échappe pas. D'ailleurs, pourquoi y échapperait-elle? Cependant, la présence d'une administration et d'une occupation coloniale, ainsi que d'un code pénal français, différent des jugements traditionnels, fausse les perspectives. Ainsi, si certains exposés des motifs laissent peu de doute, l'affaire n'a rien à voir avec la politique. D'autres pièces de dossier révèlent bien des contradictions et des incompréhensions. Parmi les centaines d'exemples, je n'en citerai que 3.
Mohamed Areski et Adour Ouadour et Belhamesh Mohamed Arab Ben Saïd sont condamnés ensemble à 8 ans de travaux forcés par les assises de Constantine pour avoir volé des armes la nuit avec escalade chez un colon français. Qui peut dire que le vol d'armes à un colon ne revêtait pas un caractère politique? On ne peut pas répondre à cette question. Autre cas, pour avoir volé une jument, un cheval et un mulet, Ghani Ali Ben El Hadj Aïssa est condamné, malgré ses dénégations, à 10 ans de travaux forcés, tandis que dans une autre affaire, Rabat Ben Aïssa est condamné à 5 ans pour avoir volé 3 juments et 2 poulains. Mais dans le premier cas, celui de Ghani, les animaux appartenaient au cadi et à l'Aoun de la circonscription. Quelles étaient les relations que ces autorités avaient avec l'administration coloniale alors que cette dernière s'appuyait sur elles? Impossible de le savoir avec la consultation des archives coloniales. Autre facteur d'incompréhension, les règlements des préjudices selon le code traditionnel n'arrêtaient pas l'action judiciaire française. Ainsi, conformément aux usages, Rabat Ben Aïssa avait payé une béchara de 300 francs au propriétaire des chevaux avant sa condamnation par un conseil de guerre. La justice française n'en a pas tenu compte. Pardonnez-moi un clin d'œil dans cet exposé austère. Bien plus tard, les libérés Ghani et Rabat, condamnés pour vol de chevaux, s'illustreront sur l'hippodrome de Bourail, où leurs chevaux seront plusieurs fois vainqueurs, raflant les meilleurs prix devant les écuries des colons fortunés. Et Salah Nasser, 3 fois vainqueur de la Coupe Clark, la plus prestigieuse des courses hippiques calédoniennes, est le petit-fils de Rabat Ben Aïssa. Mais de tout temps et en tout lieu, nous savons que les gouvernements ont cherché à criminaliser l'action politique de leurs opposants. L'Algérie n'échappe pas à la règle. Des peines et des incriminations de droit commun viennent sanctionner des combats politiques. Sous le Second Empire, les incriminations retenues par les tribunaux ne laissent souvent aucun doute sur le caractère politique des faits. Ainsi, Moulay Ould el-Bachir, qui a participé à la révolte du Tessala en 1864, est condamné aux travaux forcés avec 15 autres transportés à Calédoune. Le motif rapporté sur son jugement est clairement énoncé pour avoir pris part au pillage du Tessala. Il en est de même pour ses 15 autres compagnons. 9 d'entre eux décéderont en Nouvelle-Calédonie et 3 rentreront en Algérie. Sous la Troisième République, les énoncés sont plus subtils. La condamnation de Lounès Ousrir ne fait aucune mention d'un quelconque motif politique. Pourtant, Lounès faisait partie du mouvement de résistance conduit par Areski Ben el-Bachir, que l'administration française présente comme une association de malfaiteurs et de criminels. À peine évoque-t-on dans l'exposé des motifs de sa condamnation que Lounès est le neveu du célèbre Ahmed Saïd Abdoun, lieutenant d'Areski. Il faut consulter le registre d'écrou de la transportation pour y lire la mention « faisait partie de l'association de malfaiteurs connue sous le nom de Banda Areski, qui a produit pendant longtemps une terrible expression de terreur dans toute la Kabylie, et dont les chefs étaient Areski Ben el-Bachir et Ahmed Saïd Abdoun comme second. 9 membres de la bande dite Areski seront transportés à Calédoune. 2 s'en évaderont, 6 y décéderont, dont 2 après avoir fondé une famille. Un seul, Saïd Ouidir, serait peut-être rentré en Algérie après sa réhabilitation en 1930. Tous auraient dû être condamnés au regard du droit français à la déportation politique. Ils ont été condamnés à une peine de droit commun, les travaux forcés. Rappelons que Lounès Ousrir est l'arrière-grand-père de Christophe Sand, commissaire de l'exposition Calédoune
et le voyez là à la vallée du Tir avec la maman de Christophe. L'étude complète sur les incriminations reste à faire. Elle supposerait de consulter chaque dossier individuel ainsi que la tradition orale en Algérie, une étude qui, une fois de plus, dépasse mes compétences et mes moyens. Néanmoins, je tiens à verser une pièce supplémentaire au dossier. Je me suis intéressé aux condamnations aux travaux forcés ayant entraîné une transportation en Nouvelle-Calédonie et prononcées par les mêmes tribunaux algériens et tunisiens, mais à l'encontre des Européens. De 1864 à 1897, 1157 Européens et 15 Juifs d'Afrique du Nord ont en effet été condamnés par les mêmes cours d'assises et conseils de guerre aux travaux forcés. Compte tenu du fait qu'entre 1868 et 1889, les Arabes condamnés aux travaux forcés, je vous l'ai dit tout à l'heure, étaient tous dirigés vers la Guyane, on peut estimer que les Arabes étaient au moins 4 fois plus nombreux à être condamnés par les tribunaux algériens que les Européens. Néanmoins, le chiffre de 1172 pour la Nouvelle-Calédonie est loin d'être négligeable. Et il conduit dans un premier temps à conclure à l'évidente sévérité des jurés de colons et des officiers envers les colons français d'Afrique du Nord. Mais un examen plus approfondi nous amène à rectifier ce qui apparaissait comme une évidence. En effet, sur ces 1172 condamnés, 746, soit 64%, sont des militaires et 426 sont des civils. Parmi ces 426 civils, on ne compte que 110 Français. Parmi eux, Jean-Baptiste d'Almerac, dont le fils sera maire de Nouméa et l'arrière-petit-fils sénateur de la Nouvelle-Calédonie. 245 de ces civils sont des étrangers, les Espagnols étant les plus nombreux, 118. Parmi eux, citons Cristoforo Colomina, Francisco Rueda, Salvador Garcia, Thomas Garrido, Sébastien Sabater, tous à l'origine de grandes familles calédoniennes. Citons aussi parmi les 70 Italiens Rapote, Biazza, et notons que ces Italiens sont en majorité condamnés à Tunis. Se pose alors le problème de la sévérité des verdicts prononcés contre les travailleurs immigrés, un phénomène que nos recherches ont mis en évidence en France métropolitaine pendant cette période. Il faut savoir que plus de 2200 étrangers d'origine européenne ont été transportés en Nouvelle-Calédonie, dont 725 nés en Italie. Toujours parmi ces 426 civils précités, 71 seulement sont des natifs d'Afrique du Nord, dont 15 juifs d'Afrique du Nord, et 16 d'origine espagnole, dont Jules Saraménia. Reste donc parmi ces natifs moins de 40 de souche française. En fait, les condamnés français sont avant tout des militaires. Sur les 746 militaires, 638 sont des Français. Les 108 militaires étrangers étant surtout condamnés par les tribunaux oranais, la Légion étrangère, stationnant à Sidi Bel Abbès. Les militaires français sont souvent des jeunes gens qui, ayant commis quelques frasques au cours de leur service obligatoire, ont été versés dans les compagnies disciplinaires récemment créées et affectées à l'Algérie, où elles préfigurent les Baddaf et les Biribis de sinistre mémoire. Parmi ces militaires français, Alexandre Gelin, François Jarosset, Pierre Renevier, Claude Maléjac, Alexandre Anchoz, Cornelius Astingo, Charles Nugue, Jean Courtine, Antoine Desamagnac, tous à l'origine de grandes familles du pays. Enfin, signalons que des Français ont également été condamnés à la relégation par des tribunaux algériens, et parmi eux, Marie-Albert Bienfait. Ces rapides constats qu'il faut approfondir montrent bien que nous ne nous trouvons pas en Algérie, en France métropolitaine, et que nous avons affaire, malgré le légalisme, à une justice à la fois de classe et coloniale.
Que sont devenus nos 1822 transportés? Le temps et les sujets qui me sont impartis ne me permettent pas de traiter ici de ceux qui ont fait souche des mariages, des unions, des descendances, de la vie sur les concessions, aspects qui sont largement abordés, je le répète, dans l'exposition et par les films et les témoignages. Je traiterai donc que de leur devenir. Les pointages effectués dans l'état civil n'ont permis de retrouver à ce jour que le décès de 1157 transportés arabes sur 1822 envoyés en Nouvelle-Calédonie. 45 sont évadés ou ont disparu. Selon les registres disponibles, 43 sont rentrés. Le devenir des 577 restants n'est pas encore établi. 577 sur 1822, soit près de 32%, c'est trop, c'est beaucoup trop. À titre de comparaison, pour l'ensemble des 21 700 transportés de Nouvelle-Calédonie, le taux de ceux dont je n'ai pas retrouvé le devenir n'est que de 17%, pas 32%. Ces chiffres à eux seuls montrent l'ampleur de la tâche qu'il reste à accomplir. Mais l'historien est toujours tributaire de son corpus. Dans ce cas précis, les registres délibérés définitifs, ceux de la deuxième section, s'arrêtent en 1892, à une date à laquelle bien des libérés arabes n'ont pas encore atteint ce stade, puisqu'ils sont arrivés à partir de 1889. Ainsi, il est presque impossible de savoir combien de libérés sont entrés en Algérie après 1892. Il faudrait examiner chaque dossier des 577 manquants et espérer que leur départ y soit noté. Reste la tradition orale, particulièrement en Algérie. On peut cependant d'ores et déjà avancer que le nombre de ceux qui sont rentrés est plus important qu'on pourrait croire dans un premier temps. Bien entendu, parmi ces 577 se trouvent ceux dont le décès n'a pas été enregistré à l'état civil, ceux qui étaient enterrés là où ils tombaient, comme me disait un Essadiou, le vieux Barreto. Parmi les 1202 autres, 45 sont admis comme évadés ou disparus définitivement par l'administration pénitentiaire, soit un taux de 2,5%, qui correspond au taux général pour l'ensemble des transportés. À titre de comparaison, le taux des déportés politiques évadés, qui apparaissent aussi sur cette liste, est de 16,5%, 19 sur 117, ce qui montre une fois de plus qu'ils ne subissaient pas les mêmes contraintes. Cette liste est affichée dans l'exposition Calédoune. Parmi les forçats évadés, je parlerai de Mohamed Ben Aïta, transporté en Nouvelle-Calédonie en 1867 et qui réussit à s'échapper définitivement à l'âge de 70 ans en 1903 après 9 tentatives d'évasion. Il faut savoir que 33 transportés arabes sont en Nouvelle-Calédonie, ce sont d'anciens transportés évadés de Cayenne et repris en Algérie. Renvoyés ici en Nouvelle-Calédonie, ils s'en évadent à nouveau. Parmi eux, Mohamed Ben Ammar et Ahmed Ben Sitayeb. J'ai reçu, il y a 10 jours de cela, cette photographie de 1912, prise et légendée par le docteur Léon Collin, alors en poste à l'île Nou. Ce qui montre que la recherche ne s'arrête jamais et qu'il y a bien d'autres trésors à découvrir. Elle représente 3 évadés arabes qui viennent juste d'être réintégrés à l'île Nou après une tentative d'évasion. Je sais que c'est l'île Nou parce qu'ici vous avez les grands coffres en bois qui, comme des œillères, aveuglaient l'ouverture des fenêtres du quartier cellulaire. Lamraoui, Bousselsal et Mohamed Ben Ammar ont été arrêtés le 29 avril 1912 par les gendarmes à Cognienne, à bord du voilier Le Dan, en partance pour Hambourg. Ils avaient été livrés par le pêcheur qu'ils avaient chargé de négocier le passage auprès du capitaine de navire. Une fois à bord, le capitaine avait accepté la somme convenue pour la traversée et leur avait demandé de lui donner leurs armes. À peine s'étaient-ils séparés de leurs armes que les gendarmes s'étaient emparés d'eux. Lamraoui porte une moustache très fournie, ce qui montre bien qu'il était libéré, qu'il vient juste d'être capturé, parce qu'au bagne, les condamnés n'ont pas le droit de porter la moustache, ni la barbe. Il était évadé, lui, depuis 4 ans. Il s'était évadé de la presqu'île du Cos,
du quartier cellulaire qui existe toujours, d'ailleurs à Ducos. Bousselsal s'était évadé en février et décembre 1900, et de nouveau en 1901 et 1903, et dans les deux cas, il avait réussi à atteindre l'Australie, d'où il a été extradé. Là, quand il est pris en 1912, il était évadé depuis 1910. L'échec de cette dernière évasion lui a-t-il été insupportable? On sait juste qu'il s'est suicidé dans sa cellule, avec les cordes de son hamac, le 3 novembre 1912. Et l'article du bulletin de commerce qui relate ce suicide dit simplement qu'on le surveillait moins, parce qu'en général, les Arabes ne se suicident pas. Il était alors âgé de 41 ans. Lamraoui et Mohamed Ben Amor décéderont tous les deux à l'île Nou, le premier en 1935, à l'âge de 77 ans, et le second en 1942, à 83 ans. Les pourcentages indiqués pour les décès des transportés en Nouvelle-Calédonie, des 1157 transportés dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui ont été retrouvés. Et il est donc naturel que le nombre de décès en cours de peine soit plus élevé, puisque dans cette période, ils étaient sous le contrôle de l'administration pénitentiaire et leurs décès étaient alors forcément enregistrés. Parmi eux, plus de 600 sont décédés à l'île Nou, qui sera un véritable mouroir pendant les années d'agonie du bagne. J'ai essayé d'établir la longévité des Arabes décédés à l'île Nou en prenant en compte leur date d'arrivée à Calédoune et leur date de décès. Cette longévité est de 11 ans, ce qui est très faible, compte tenu du fait que l'île Nou fut aussi un asile de vieillards. En fait, on s'aperçoit que de nombreux Arabes décèdent dès la première année de leur arrivée, sinon dans les semaines qui suivent leur débarquement. Ainsi, sur 630 décès d'Arabes enregistrés à l'île Nou, 255, soit 40%, ont lieu pendant cette première année, ce qui est considérable et qui constitue l'une des caractéristiques de la transportation arabe en Nouvelle-Calédonie. À titre de comparaison, alors qu'il y a plus de 200 décès d'Arabes enregistrés à Bourail, la longévité est de 30 ans à Bourail. Bourail est un centre de concessionnaires, surtout ruraux, et pas un lieu d'enfermement. La présence à la toute fin du XIXe siècle du cimetière de Nessadiou explique également ces chiffres, car c'est le lieu où on venait mourir pour y être enseveli. En revanche, sur une commune minière comme Thio, la même longévité n'est que de 8 ans. La moyenne d'âge des forçats décédés est de 39 ans. Là encore, il faut remarquer que nombre de ceux qui meurent la première année de leur arrivée. Voilà, j'ai mis les chiffres. Tout ça, c'est consultable sur l'exposition Calédoune. Il n'y a que cette photo qui a été découverte après, qui a été achetée après, qui ne se trouve pas. Voilà, c'est le camp du Grand Plateau à Thio, le camp où il y avait les forçats. Enfin, au camp disciplinaire du Cambrin, où décèdent 16 transportés arabes, leur durée de vie n'est que de 27 mois, donnant ainsi tout son sens au terme par lequel les forçats le dénommaient l'abattoir. Ces derniers exemples, les décès d'Innou, de Thio comme du Cambrin, montrent une fois de plus combien le régime des forçats transportés a été différent de celui des déportés politiques. Je me suis longtemps interrogé sur le fait de continuer à différencier déportés, transportés, relégués. N'était-ce pas en quelque sorte donner raison à la logique coloniale, à la logique des bourreaux, à leur classification? Puis je me suis rendu compte que vouloir donner tort ou vouloir donner raison aux bourreaux ou aux colonisateurs, c'était toujours et encore se situer, se référencer par rapport à lui. Le colonisateur, le bourreau, restait celui à partir duquel on se référençait, ou pour, ou contre. J'ai donc écarté cette approche, et je l'assume, car je me suis rendu compte que ce qui comptait, c'était les victimes, ce qu'elles avaient vécu, ce qu'elles avaient souffert,
les stratégies de survie qu'elles avaient mises en place contre l'adversité, contre le mépris, contre la misère. Les amalgamer dans un même vocable, c'était en quelque sorte nier les mines, nier le Cambrin, nier l'île Nou, nier Nessadiou. Mais qui mieux que cette complainte d'un transporteur algérien, publiée par le docteur Sédik Taouti, peut le dire. Et je cite, « Ô Dieu, arrache-nous de cette sentence inique qu'ont prononcée contre nous les juges de France. Nous sommes condamnés, morts quoique vivants, vêtus de couleurs hideuses. Nous avons la barbe rasée. Le prisonnier a les cheveux blancs. Et cependant, le gardien les maltraite, du travail et des coups. Enchaîné le soir, sa nuit s'écoule dans les fers. Le prisonnier est triste. Il pleure des rivières de larmes. Il travaille nu, endurant la faim et la misère. On nous a amenés à la Nouvelle-Calédonie sans droit ni raison. Tel qui était regardé comme vaillant est ici ravalé et il ne lui reste aucune considération. La Nouvelle-Calédonie est pénible. Elle blanchit la tête des chrétiens et des Arabes. Les surveillants frappent et disent « La loi, la voilà ». Nous avons connu le Cambrin et connu la faim. Le forçat a pour vêtement de la toile à sac. Quiconque le voit s'enfuit, effrayé. Jeunes et vieux, aucun n'est rassuré. La faim et la nudité ont eu raison de moi. Ô Dieu, arrache-nous de cette sentence unique qu'ont prononcée contre nous les juges de France. Voyez-vous, si l'auteur de ces lignes magnifiques avait évoqué la condition d'un déporté politique, il n'aurait pas pu les décrire, parce que ces derniers n'ont pas vécu le travail forcé, les coups, les fers, une toile de sac comme vêtement ou le cambrin. L'ignorer plus d'un siècle après, c'est ignorer ses souffrances, et c'est donc a posteriori, encore une fois, donner raison au bourreau, ce que je me refuse à faire. J'aimerais clore ce chapitre sur les décès par deux photographies. La première de Saïd Bentoumi, entouré de ses petits-enfants et ses enfants, le jour de ses 100 ans. Entre tous les Arabes de Khalidoun, Saïd Bentoumi est celui qui y aura vécu le plus longtemps, 75 ans. Arrivé en Calédonie en 1891, il décède à Vaud en février 1967, respecté de tous. La seconde est celle d'Ahmed Ben Kouider, qui est le dernier de tous les transportés, y compris les Européens, arrivés par convoi, décédés en Nouvelle-Calédonie. Arrivé en 1897, Ahmed Ben Kouider aura passé 72 ans de sa vie à Calédoune, avant de décéder à Bouraï le 11 juillet 1968, à l'âge de 94 ans. Toutes les informations que je vous ai présentées proviennent d'une base de données que j'ai, avec d'autres bénévoles, patiemment constituée. Cette base de données est déjà consultable sur le site de la mairie de Bouraï et elle a été publiée dans le livre Calédoune. Il est maintenant temps de conclure. Quelles leçons tirer de toutes ces formes de déportation, tout en sachant que cet exposé n'est pas exhaustif. Je ne retiendrai que deux constats. Premier constat, même si la tentation de déporter, d'expulser, d'éloigner est présente dans toutes les sociétés humaines, à l'échelle de l'histoire coloniale, avec des conséquences beaucoup plus graves, les gouvernements, et le gouvernement français en particulier, ont usé et abusé de cette tentation pour en faire une véritable machine à punir, à réprimer, jouant sur cette angoisse que représente pour beaucoup la perte
des repères familiers. La politique du grand éloignement, du débarras, à travers la législation de la déportation, la transportation, la relégation, envers les éléments les plus indésirables des populations colonisées, s'est finalement imposée comme un mode d'administration coloniale, un modus operandi en Algérie, en Tunisie, mais aussi en Afrique, dans le Pacifique ou encore en Indochine. Second constat, l'acharnement juridique à vouloir légaliser, réglementer des jugements ou des décisions qui tous apparaissent aujourd'hui comme arbitraires. Tout se faisait dans les règles du droit. On voulait diriger Dreyfus vers la Guyane, on changeait la loi pour un seul individu, alors que la loi devrait être normative. On voulait condamner à mort Mokrani et quelques-uns de ses compagnons, on les inculpait sur des actes de droit commun, car la condamnation à mort pour des faits politiques n'existait plus en France depuis 1848, mais quitte ensuite à condamner leur peine de droit commun, à les commuer en déportation, qui est une peine politique. Donc là, on était en pleine contradiction. Ce long parcours, parmi ces accusés ou condamnés, souvent à la marge entre la légalité et l'arbitraire légalisé, m'a rendu très méfiant vis-à-vis d'un juridisme exacerbé. L'invocation quasi religieuse de la loi, du droit, je n'ai jamais cessé de la rencontrer pour justifier des causes injustes. Ces mêmes causes, devenues quelques années plus tard ou quelques décennies plus tard justes, parce qu'entre-temps la loi avait changé. À travers l'étude des déportations et des éloignements, j'ai appris que même en démocratie, la loi, le droit, ne valent que s'ils sont replacés dans leur contexte historique et socio-culturel. Je voudrais terminer cet exposé, tout de froideur contenue, de statistiques, de chiffres, de graphiques, de textes juridiques, par une photo. La photo d'une famille calédonienne, issue du bagne. Cette dame ici est Marie-Thérèse. C'est la veuve d'un concessionnaire de Nessadiou d'origine corse. Elle-même, fille de concessionnaire de la Pueo à Bourail. Ses deux parents étaient condamnés et se sont mariés à Bourail. Veuve, Marie-Thérèse s'est remariée avec ce libéré des travaux forcés qui avait été condamné pour recel par le conseil de guerre de Constantine en Algérie. De son premier mariage, Marie-Thérèse avait eu une fille, Ursule, et 3 fils, tous nés à Nessadiou, dont François, futur grand mutilé de la bataille de Bar-le en 1916 et futur officier de la Légion d'honneur. À 16 ans, Ursule voit arriver chez ses parents un monsieur âgé de 42 ans, divorcé et ancien condamné à 50 de travaux forcés. Ses parents lui annoncent « Voilà ton mari ». De cette union naîtront 6 enfants. La dernière née est ce bébé qu'Ursule tient dans ses bras. Et ce bébé, c'est ma mère. Tandis que je faisais mon travail d'historien, en vous livrant ces statistiques, ces chiffres, ces graphiques, ma grand-mère, Ursule, m'aimait pour moi, et ma mère était présente. Il est inutile de nier la charge émotionnelle qui nous constitue et qui donne leur fondement à nos démarches intellectuelles et rationnelles. Elle nous donne aussi la force et la légitimité de répondre aux questions qui dérangent. Ces hommes, transportés et relégués, étaient-ils tous des moudjahidines ? La réponse est non. Parmi ces hommes transportés et relégués,
y avait-il des moudjahidis, des combattants, qui, au regard du droit français comme au regard de l'histoire, n'auraient jamais dû être condamnés à des peines infamantes? La réponse est oui. Y avait-il parmi eux des hommes qui ont commis des crimes contre d'autres Algériens, qui ont été poursuivis par des familles algériennes devant les tribunaux français? La réponse est oui. Ces tribunaux militaires ou civils, avec leurs jurés tous colons, en ont-ils profité pour se débarrasser de ceux qu'ils jugeaient dangereux ou indésirables, et pour mieux diviser les Algériens ou les Tunisiens et asseoir leur autorité coloniale? La réponse est oui. Tous, déportés, transportés et relégués, et leurs familles, méritaient-ils autant de souffrances, autant d'acharnement, autant d'arrachement? La réponse est non. Mais alors, les bourreaux seraient-ils toujours les vainqueurs? Non, parce que l'histoire pour les uns, Dieu pour les autres et pour moi qui suis croyant, ont voulu que nous soyons là, aujourd'hui. Nous, les enfants de tous ces damnés de la terre, nous sommes la victoire vivante contre tous les bourreaux du passé. Sommes-nous pour autant animés d'un esprit de revanche qui ôterait tout crédit à nos raisonnements et nos analyses? Jamais. Nous, leurs enfants, ce que nous pouvons et ce que nous voulons, c'est leur rendre ce qui leur a manqué le plus dans leur vie de misère, de la dignité. Je vous remercie. Choukran. Pendant longtemps, partir à la Nouvelle pour les uns, ou partir à Calédoune pour les autres, c'était partir au malheur. Aujourd'hui, les Arabes de Nouvelle-Calédonie et tous les héritiers du malheur sont confrontés à un défi historique sans précédent. Réussir avec les autres communautés et le peuple kanak une décolonisation. Calédoune, la manifestation Calédoune, doit être comprise dans ce contexte historique. Elle dit au pays, elle vous dit ici, au centre de Chibaou, comme nous l'avons dit à l'Institut du monde arabe à Paris, puis à Alger et encore à Bouraï, elle vous dit, nous essayons. Nous essayons de relever ce défi, mais ce nous et ce défi n'auraient pas de sens s'ils n'avaient pas été incarnés par le soutien, la présence, l'adhésion, l'accompagnement depuis le début de cette entreprise des coutumiers de l'ère Hadji Harou, et je suis très honoré maintenant de leur laisser la parole, une parole qu'ils ont tenu à prononcer pour vous dire ce qu'eux ont vécu avec les Algériens de Nouvelle-Calédonie. Je vous remercie de les écouter. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'histoire kanak dans la région de Nessayou a été mêlée avec celle des Arabes aujourd'hui. Même si chacun vit éloigné l'un de l'autre, si effectivement les Arabes ont été considérés comme des colonisateurs jusqu'à une certaine époque, les accords de Matignon et de Nouméa sont passés. Et ce désir du vivre ensemble que chacun appelle de toutes ses forces commence à faire son chemin. L'association des Arabes, présidée par Bernard Saleb, que je salue coutumièrement, et le conseil coutumier de l'ère Hadji Harou, que je préside, ont commencé à porter une réflexion sur cette démarche. Je dois aussi rappeler que Mme Dewe Gorodé, membre du gouvernement en charge de la citoyenneté et des droits de la femme, en a été la cheville ouvrière, facilitée en cela par M. Haïfa Jean-Pierre, ancien maire de Bouraï,
qui a toujours été à nos côtés lors de ces rencontres, il est apparu que les Arabes en Nouvelle-Calédonie, à cette époque, vivaient dans des conditions misérables. Imaginez ces hommes arrachés de leur pays d'origine à plus de 20 000 kilomètres, déposés dans un pays inconnu et qui leur était hostile, sans repère, avec d'autres inconnus d'infortune, et qui doivent survivre dans ces conditions, à l'instar des Kanaks qui étaient là depuis des millénaires et qui avaient maîtrisé leur environnement. Leur histoire racontée par eux au travers de l'exposition Calédone, présentée à Paris, à l'Institut du monde arabe, puis à Alger, pour la commémoration des 50 ans d'indépendance de l'Algérie et qui a fait le tour du pays, nous a permis de se rapprocher et aussi de comprendre leur histoire, nous a fortement touchés, car elle n'est finalement pas si différente de la nôtre. Bien au contraire, elle a été bouleversante dans le sens où les conditions de vie étaient très, très dures. Les différentes rencontres avec l'Association des Arabes et les différents partenaires nous ont permis de mieux comprendre nos cultures respectives. Sur un plan strictement coutumier, nos amis, le terme frère, nos frères, à chaque fois aussi a été cité, ont intégré dans leur raisonnement que Bouraï Nessayou se trouve à l'intérieur du pays Adji-Aro, qui s'étend de Mwendou en passant par Bouraï jusqu'à Poya et Wailou. De cette histoire récente, nous les coutumiers de l'ère Adji-Aro avions voulu la témoigner déjà à une partie de la communauté arabe qui n'a pas encore intégré cette démarche aux autres communautés du territoire, mais aussi aux représentants de l'État français et les plus hauts représentants de l'État algérien lors des différentes expositions calédoniennes. Ainsi, lors de la commémoration du 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, sur invitation du gouvernement algérien, nous sommes rendus à Alger pour accompagner les Arabes de Nouvelle-Calédonie, en compagnie de Mme Dewen Gorodé, M. Jean-Pierre Haïfa, Louis-José Barmanson et d'autres encore, afin d'y présenter l'expo. À Alger, cette évidence a pris tout son sens au cours de ce séjour. Dans toutes les visites et les cérémonies officielles, ce ne sont pas les Arabes de Nouvelle-Calédonie qui ont conduit et fait rentrer les coutumiers kanaks comme l'auraient souhaité les responsables du ministère des Moudjahidines. Par un mouvement naturel, les Arabes de Nouvelle-Calédonie se sont toujours placés derrière les coutumiers et ont refusé d'être pour eux des accueillants. Les coutumiers kanaks ont conduit et introduit la délégation du pays. Nous sommes ensemble, ils sont venus avec nous, ils sont avec nous, ils font le travail avec nous, répétait-il dans toutes leurs coutumes, quand on sait que ces coutumiers sont les descendants des tribus kanaks qui ont été détruites ou dispersées après l'insurrection d'Ataï en 1878, et que c'est sur leurs terres ravagées et leurs terres spoliées dans la région de Bouraï que l'administration coloniale a installé les ancêtres de ces mêmes Algériens. On mesurera le chemin parcouru et les efforts réalisés
par les uns et les autres, comment alors ne pas répéter après Césaire, Matignon, Nouméa, une victoire sur soi, la plus grande des victoires sur la douleur intime, sur le ressentiment, sur la légitime méfiance. Aujourd'hui, le Conseil coutumier à Diaro associe l'Association des Arabes et vice-versa aux différents rendez-vous culturels organisés dans le pays à Diaro. Ainsi, la journée de la citoyenneté organisée en septembre 2012 à Poro, celle organisée en septembre 2013 à Poya et la commémoration de la fête de l'Igname Nouvelle fin avril 2015 dont le lieu n'est pas encore déterminé. J'encourage aussi fortement les autres communautés à dépasser nos clivages basés sur des préjugés afin de lancer des passerelles, espoir d'un gage de paix dans ce pays. La société civile doit aussi être un acteur. Merci. Bien, merci à vous, messieurs. Merci, José, également. Si le public souhaite maintenant réagir, poser des questions, vous avez un micro qui est disponible de chaque côté de la salle Sissia. Et je vous demanderai de bien vouloir vous signaler pour qu'on puisse bien entendre la question et qu'elle soit enregistrée. Merci. Les Arabes et l'Algérie me touchent particulièrement parce que mon papa a 18 ans. Pour se payer ses cours par correspondance, a fait un voyage en Algérie pour faire les premières installations électriques. C'était très courageux. Puis il a été nommé ensuite, quand il était dans l'administration, à Alger, et il y est resté, et il a été mobilisé par la France pour aller dans l'OAS. Et je dois dire que mon papa, quand il était de garde, là où il y avait tous les félagas, il y allait en jeep découverte, et les félagas ne tiraient jamais sur lui, parce qu'il était toujours respectueux des gens, des coutumes, de la culture des pays où il était nommé. Et il était à Maison Carrée, il avait un pâtissier qui le fournissait avant les événements d'Algérie, qu'on a appelé guerre après. Eh bien, il s'est toujours servi chez ce pâtissier qui était un chef félaga, un chef révolutionnaire, qui aurait pu mettre un peu de poison dans la crème, par exemple, des gâteaux. Eh bien, papa a toujours acheté chez lui, ils se sont respectés tous les deux, il n'y a jamais eu de problème. Alors ceci, cette petite anecdote, en rendant hommage à mon papa pour ce que vous avez évoqué, vivre ensemble en se respectant les uns les autres. Et la paix sera toujours là. Bonsoir. Je voulais savoir s'il y avait eu des femmes d'origine arabe qui étaient venues rejoindre leur mari ou qui avaient été déportées, parce apparemment il y en a eu 0. Alors c'est une question évidemment extrêmement importante, et la réponse est non. Aucune femme arabe n'est venue en Nouvelle-Calédonie. On a fait venir des femmes pour les condamnés européens de France, des familles entières d'ailleurs, pas seulement des femmes, hein, des oncles, des frères, etc. Mais les Arabes, eux, n'ont pas pu faire venir leurs femmes quand ils étaient mariés, et on n'a pas amené de femmes arabes en Nouvelle-Calédonie. C'est pas vrai pour la Guyane. Il y a quelques femmes qui ont pu partir en Guyane, mais pas en Nouvelle-Calédonie. Ce qui fait que la communauté arabe en Nouvelle-Calédonie, dès le départ,
c'est une communauté qui survit grâce aux unions mixtes. C'est-à-dire que automatiquement, les mariages se font soit avec des femmes d'origine européenne, soit avec des femmes d'origine kanak, soit plus tard avec des indonésiennes. Voilà. Il n'y a pas de... et ce qui explique à la fois la perte de la langue, puisque la maman n'est pas là pour apprendre la langue, et la perte de la religion. Mais ensuite, dès qu'il y a une première génération, issue donc d'un papa arabe et d'une maman européenne, souvent, les mariages se font au sein de cette deuxième, de cette première génération née en Nouvelle-Calédonie, entre ceux qui continuent à s'appeler ou qui se considèrent comme étant arabes. Mais la première génération est forcément une génération mixte. Ce qui fait que, en fait, quand on parle de Calédoune, quand on fait une exposition sur Calédoune, évidemment, le cœur du sujet, c'est la communauté arabe. Mais si l'on réfléchit un petit peu plus loin, on s'aperçoit de quoi parle-t-on? On parle de la création, de la naissance de la société calédonienne, puisqu'il n'y avait pas de femmes arabes. Et c'est vrai aussi pour les Japonais, en grande partie. C'est vrai en grande partie pour les Vietnamiens. C'est vrai en grande partie pour les Indonésiens. C'est-à-dire que, à chaque fois que l'on croit travailler sur l'histoire d'une communauté, en réalité, c'est des Calédoniens que l'on parle. Parce que la seule communauté qui, en Nouvelle-Calédonie, avait un sexe ratio avec le même nombre de femmes et le même nombre d'hommes, il n'y en a qu'une communauté, c'est la communauté kanak. C'est tout. Les autres, non. Les autres communautés vivent une surmasculinité. Il y a peu de femmes. Le nombre de femmes condamnées qui sont venues ici, ça représente 500 femmes transportées, 457 femmes reléguées. Mais après, il y a toutes les familles qui sont venues, les filles, etc. etc. Mais quand même, les femmes sont en très très grande minorité. Bon, vous allez me dire que c'était un temps terrible, mais en même temps, c'était aussi un temps où les femmes avaient le choix, quoi. Parce que là, il y avait beaucoup d'hommes. Bonsoir tout le monde. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Hadid Essaïd. Je suis né à Constantine. J'ai toute ma famille encore là-bas. Et moi, je suis arrivé en Nouvelle-Calédonie le 29 avril. C'était ma date d'anniversaire à Nouméa pour travailler pour une grande société parisienne. Je voudrais rendre un hommage à un Kanak, comme vous appelez un Kanak, qui était le premier que j'ai fait connaissance de lui, c'était Parawe Rebas, de Wailou, qui était mon ami, et il m'a amené plusieurs fois chez lui à Wailou. Oui, à Waray, oui, plus tard, j'ai travaillé sur le pont de Waray, quand on a fait le pont. Ce que je pense, moi, ça fait depuis cette date-là, j'ai toujours été en Calédonie, je suis parti, je suis revenu, et ça me plaît ici. Et comme j'ai mon métier de maçon, j'ai travaillé partout, dans toutes les îles, du nord au sud, du sud au nord, j'ai travaillé partout, j'ai jamais eu de problème avec les Kanaks. Jamais, au grand jamais. Et j'ai toujours des amis aujourd'hui. Partout où je passe, on m'appelle Saïd, viens par là. Alors, ça me fait plaisir quand même qu'il y a une certaine relation d'amitié avec le peuple kanak et l'ensemble aussi des Calédoniens aussi. Et je suis vraiment très heureux d'être ici. J'ai aussi 2 enfants, et comme toutes les familles, et je me suis installé à Nouméa où je suis toujours là. Ce soir, je suis venu ici parce que j'ai entendu dire que si vous avez bien peut-être fait attention sur l'image là de l'ensemble des responsables des Calédo, et ma photo, elle est juste à côté de Gérard Miloud. Ouais. Non, 71, je crois 71, voilà. Cette photo a été prise au Majestic. On faisait un bal de solidarité. Ça m'a fait plaisir encore de revoir ma photo avec ces messieurs. Et aussi, il y avait aussi des dames. Oui, bien sûr.
Je suis aussi venu comme célibataire. Je suis aussi venu comme célibataire comme les autres. Alors, j'ai vécu en Algérie jusqu'à 21 ans. Je suis allé en France pour faire mon service militaire à Nancy. Et ensuite, j'ai un peu retourné en France. Et après, je suis parti en Allemagne. J'ai travaillé aussi quelques années. Et puis, je suis revenu à Strasbourg. Et de là, j'ai pris contact avec cette société. Et je suis revenu à Nouméa. La société s'appelle la Société du Dumez. Il est toujours là. Et moi, j'ai pris ma retraite et je suis toujours là. Je suis très content de voir beaucoup de Calédoniens qui s'accordent, qui s'amusent ensemble, et ils ont de l'amitié avec tout le monde. Et pourvu que ça dure, pourvu que ça continue. Bonsoir, messieurs, dames. Merci. Merci pour ce témoignage. Et pourvu que ça continue, Mektoum. Enfin voilà, ça aura appris à certains journalistes que la société Dumez, c'est pas une multinationale, comme on a entendu ces quelques dernières années, c'est des quelques derniers mois là, qui vient juste d'arriver en Nouvelle-Calédonie, quoi. Voilà. Oui, bonsoir, Monsieur Barbanson, et bonsoir à tous. Alors tout d'abord, je voudrais présenter mes respects devant vous et devant les coutumiers de l'ère Anjaro et peut-être les gens de Nessadiou qui sont présents. Difficile de trouver des questions, Monsieur Barbanson, parce que vous avez déjà donné certaines réponses auxquelles on pensait poser des questions. Mais merci beaucoup pour l'éclairage que vous venez de nous donner. Voilà, ça nous permet à nous de connaître l'histoire des Arabes. Non pas qu'on s'est désintéressé, mais bon, voilà. Et ben, grâce à vous, voilà, on connaît un peu plus sur l'histoire des Arabes. Alors, c'est extraordinaire parce que votre conférence aujourd'hui a précédé celle de Monsieur Jean Fabron, auquel j'ai assisté, et aussi celle de Monsieur Christophe Sand, auquel j'ai été présent au cours de cette semaine et la semaine dernière. Alors c'est bizarre. Enfin, j'allais dire, c'est peut-être pas un hasard, parce que tout se concorde. Alors, il y a quelqu'un qui a posé une question, et je vous la pose également, c'est sur la vision manichéenne, parce que ça a été dit par un auditeur qui écoutait lors d'une des conférences et qui disait on a une vision manichéenne, avoir la faveur, on va dire, de favoriser quelqu'un et l'autre en sa défaveur. Et vous avez répondu tout à l'heure, il me semble, de ne pas, on va dire, de tomber pour justifier. Mais voilà, ça revient à dire que bon, le colonialisme, bon voilà, 1853 prise de possession, l'Algérie, je ne sais pas s'il y a une prise de possession comme ça a été ici, c'est peut-être voilà, en tous les cas la même chose. On a subi les mêmes choses. Et je voudrais remercier les gens de Anjaro parce que c'est une démarche extraordinaire que vous êtes devenus des colons, enfin quand je dis vous, les Arabes, et en parlant de la situation de colonisés. Mais c'est extraordinaire parce que ce processus d'intégration et qui est devenu assimilé, les Arabes n'ont pas été assimilés comme des Kanaks, mais c'est le contraire, ils sont devenus assimilés dans cette civilisation, on va dire, occidentale. Et voilà, et chez nous, moi je suis originaire de Lifou, pardon, et bien ce phénomène d'intégration et sur l'assimilation, eh bien il y a beaucoup d'Européens qui sont devenus désassimilés. Mais c'était peut-être parce que là-bas, c'est sous l'autorité des chefferies coutumières. Tandis qu'ici, sur la Grande Terre, ben, en tous les cas, pour les Arabes, je constate que le phénomène de l'assimilation, c'est plutôt l'assimilation dans le côté. Alors, je vous remercie parce que la vision manichéenne,
certaines personnes pourraient dire, on va dire, vous avez une vision aussi manichéenne de privilégier, mais alors, historien colonial, Monsieur Barbanson, archéologue colonial, et pour Monsieur Fabron, parce que c'est arabe aussi, c'est les pieds noirs, ils ont vécu dans la souffrance également. Alors, historien colonial, voilà, c'est simplement, je me pose comme ça des questions. Merci. En tous les cas, bravo. Bon, d'abord, la première chose, bien préciser que, je le répète, moi je suis Aroumi, j'ai aucune ascendance arabe à titre personnel. J'ai aucune ascendance arabe à titre personnel. J'ai travaillé en tant qu'historien, c'est pour ça, en ce qui concerne l'intégration, l'assimilation et tout, je me tais parce que je n'ai pas moi à parler au nom des Arabes. Ils n'ont pas besoin de moi pour parler. Ils parlent bien mieux de tout ce qu'ils ont vécu que moi. La seule chose que je sais, c'est que ma grand-mère me parlait Nessadiou, c'est tout. Mais nous, j'ai rien à voir là-dedans. Je reste dans mon domaine, qui est celui des chiffres, du droit, de tout ça. Pour le reste, je suis un historien. Alors, après, quel est l'adjectif qu'on met derrière le mot historien? Bon, moi, je crois pas que... Je pense que historien insulaire, historien colonial, tout ça. Moi, je pense qu'il y a des bons historiens ou des mauvais historiens. Voilà ce que je pense. Voilà. Le reste, pour moi, chacun, on doit apporter sa part. La seule différence, c'est que je ne crois pas qu'il y ait d'historiens insulaires. Je répète, il y a des historiens où ils sont bons, où ils sont mauvais, où ils font leur travail, où ils font leur recherche, où ils font avec beaucoup de rigueur, où ils ne font pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des insulaires historiens. S'il n'y a pas d'historiens insulaires, il y a des insulaires historiens. C'est des insulaires des historiens qui abordent les sujets par un autre biais, qui mettent le projecteur sur des endroits où d'autres ne mettent pas. Parce que leur fréquentation, en particulier ici du monde kanak, a fait qu'ils ne peuvent pas voir les choses de la même façon. Alors, inutile de dire que moi je suis tout à fait opposé au fait de dire que puisqu'on est d'ici, nous on sait, puis ceux qui arrivent de l'extérieur, ils ne savent rien. Non, ce n'est pas une question de hiérarchie, ce n'est pas une question de supériorité. C'est simplement une question d'admettre que nous pouvons aborder les problèmes d'une façon différente. Et que la façon dont on l'aborde, nous, est complémentaire. Elle n'est pas supérieure, mais elle n'est pas inférieure non plus. Et que on entend souvent des historiens qui arrivent d'ailleurs venir dire de toute façon, vous nous dites toujours que nous, on n'a pas le droit de faire parce qu'on n'est pas d'ici. Mais qui est-ce qui dit ça? Les gens dans la rue, sur le trottoir. Mais il n'y a aucun historien sérieux de Nouvelle-Calédonie qui dit ça. Jamais personne n'a dit ça. En revanche, nous, les historiens d'ici, on a entendu tous ces grands historiens dire « Vous n'avez pas le droit de faire l'histoire de ce pays parce que vous êtes descendants de colons. Donc vous n'avez pas le droit de faire. » Les seuls qui sont objectifs, les seuls qui ont le recul, les seuls qui ne sont pas chargés d'émotions, et moi je suis chargé d'émotions, c'est pour ça que j'ai parlé de ma grand-mère, et que je revendique cela, nous n'aurions pas le droit de faire notre histoire. La grande différence entre les deux, c'est que ceux qui disent en Calédonie, ceux qui arrivent de l'extérieur, n'ont pas le droit de faire l'histoire, eux, ils n'ont aucun pouvoir. Ils détiennent aucun pouvoir. En revanche, ceux qui viennent et puis qui disent, vous les historiens d'ici, vous n'avez pas à faire parce que vous êtes marqués par le péché originel d'être des descendants de colons, ou parce que vous ne savez pas, vous ne pouvez pas être objectifs tels que vous êtes, ceux-là, ils ont les postes de pouvoir. Et comme par hasard, ils se les gardent et ils se les transmettent en cooptation. Et qu'aujourd'hui, l'histoire coloniale, l'impérialisme colonial, il n'est peut-être pas du côté que l'on croit. Il est peut-être du côté de ceux qui
continuent à venir, continuent à parler, reçoivent toutes les subventions, alors que nous, tout notre travail qui a été fait, c'est un travail qu'on a payé nous-mêmes, sur notre argent, avec nos déplacements. On n'a pas eu de bourse de l'université, on n'a rien eu pour le faire, alors que l'université est de compétence de l'État. Et ce travail-là, c'est nous qui l'avons fait, sans aucune aide, alors que les aides vont ailleurs. C'est ça que je veux dire, c'est que si on veut partir sur qu'est-ce que c'est que l'histoire coloniale, ou qu'est-ce que c'est qu'un historien colonial, il faut bien savoir qu'est-ce que c'est que la définition de colonial, il faut bien savoir qu'est-ce que c'est que les comportements. Et aujourd'hui, moi, je dis et je redis, parce que ça a été dit encore à la télé il n'y a pas longtemps à propos du film sur 14-18, un historien qui ne tiendrait pas compte de la tradition orale, qui ne tiendrait pas également compte de la tradition orale, ce n'est pas un historien. Mais un historien qui ne tiendrait compte que de la tradition orale, ce n'est pas un historien non plus. C'est peut-être un anthropologue qui parle à la place des autres, mais ça ne peut pas être un historien non plus. Voilà, j'ai essayé de faire une réponse complète. Je vous le dis, parce que combien de fois, nous, les historiens d'ici, il y en a plusieurs dans la salle, avons été accusés de myopie insulaire, c'est-à-dire d'être des myopes, de regarder que notre nombril, de ne pas savoir que c'est comme si on montait sur une crête, on voyait que du bleu, on n'était pas capable d'avoir un regard sur le monde. Et moi, je vous le dis, on ne va pas soigner la myopie insulaire en mettant des doses de presbytie continentale. Voilà. Merci. Oui, je voulais poser une question, un sentiment et une question. Le sentiment, c'est un sentiment de fierté, avec ce qui s'est échangé ce soir. Je pense notamment à l'intervention des coutumiers. Et c'est, si j'ai bien compris, des tribus qui ont été chassées de Nessadiou, et puis à l'exposition Calédoune, c'est eux qui amènent la délégation de l'exposition. Ben moi, je crois que c'est un geste de civilisation, quoi. C'est quelque chose de très fort. Et ça nous rend optimistes pour l'avenir de ce pays. Ça, c'est le sentiment. Ensuite, la question qui s'adresse aussi à José, est-ce qu'il n'y a pas, je ne sais pas comment ça a été formulé, le titre de la conférence, qui est les Arabes de Nouvelle-Calédonie. Je me rappelle que dans un des livres que tu as écrit sur le pays, tu disais « Je ne suis pas un Européen de Nouvelle-Calédonie. Je suis un Calédonien d'origine européenne. » Ce qui situe le... Est-ce que là, ce n'est pas des Calédoniens d'origine arabe plutôt que des Arabes de Nouvelle-Calédonie? Je crois que ce qu'a rappelé tout à l'heure la délégation Adjouarou qui s'est rendue avec nous en Algérie, c'est exactement ce que tu viens de dire, Wallace. Si ça avait été que des Arabes de Nouvelle-Calédonie, ils se seraient mis du côté des Algériens et ils auraient accueilli les Kanaks comme étant un peuple étranger. C'est ça, ça n'a pas été possible. Parce qu'eux, ils savent que s'ils ont leurs racines entièrement, ils ont leurs racines en Algérie, ils savent très bien qu'ils sont des Calédoniens. Et c'est pour ça qu'ils se sont mis tout de suite derrière la délégation kanak. C'est exactement ce que tu dis. Ce sont des Arabes, ce sont aujourd'hui des Calédoniens, des Iraniens d'origine arabe, comme il y a aujourd'hui ici des Calédoniens d'origine indonésienne, des Calédoniens. On a même vu une cousinade d'une grande famille venant de Wallis, les Tuitagata, etc., ce dimanche à la télévision. Le reporter n'a fait que de dire c'est une famille calédonienne. Oui, il y a aujourd'hui des Calédoniens d'origine wallisienne, d'origine futunienne, d'origine japonaise et d'origine mixte. Il y a des Calédoniens. Les seuls qui ne savent pas qu'il y a pas de Calédoniens, les seuls qui pensent qu'il n'y a pas de Calédoniens, c'est les gens de l'INSEE, les grands penseurs de l'INSEE et du recensement, où le mot calédonien n'existe pas. Bon, il n'y a qu'eux qui ne savent pas. Bon, le reste, tout le monde sait très bien qu'il y a un sentiment d'appartenance ici, puisque c'est la question qui était posée par l'INSEE, quelle communauté d'appartenance? Il y avait toutes les communautés sauf calédoniennes. Moi, j'ai boycotté, je n'ai jamais voulu répondre. Bon, mais ceci dit,
Ceci dit, c'est grave, parce qu'au moment où on parle de citoyenneté, au moment où on évoque l'inscription automatique sur la liste électorale, etc., mais si on n'existe pas déjà dans le recensement, qu'est-ce qu'on va dire qu'on existe autrement? Et vous savez, c'est très profond, c'est très profond. Quand on a fait l'Atlas de la Nouvelle-Calédonie, et il y a des témoins qui sont là, à un moment, on était chargé, Christiane, de rédiger le chapitre sur le 19e siècle, Christophe Sand sur l'archéologie, Olivier Houdan, Ismet Kurtovic, Sylvette Boyer et moi-même, nous avons travaillé sur la période contemporaine. Nos textes reviennent, et tous les textes de l'Atlas, partout, le mot calédonien avait disparu. Voilà. Il n'existait plus. Voilà. Ils avaient décidé là-bas, les grands savants, là, qu'on n'avait pas à employer le mot calédonien. Il a fallu... Heureusement qu'on a été aidés par des gens de l'IRD, qui sont des métropolitains, qui sont ici, qui ont bien compris ce qui se passait, et je pense beaucoup à lui, parce qu'il va, hélas, bientôt nous quitter. Je pense à mon ami Thierry Mensan, qui nous a beaucoup aidés à rétablir le mot calédonien qui avait disparu. Parce que quand même, c'était quand même le Congrès du territoire qui payait l'Atlas, c'était quand même nos impôts qui payaient l'Atlas, et le mot calédonien n'existait pas. Voilà, parce qu'il y a une vision comme ça qui fait qu'en Calédonie, il n'existe que des Français et des Kanaks, ou des Européens et des Kanaks, et puis c'est tout. Mais ça, c'est à nous aussi à faire savoir qu'on existe, et puis à faire en sorte, et je crois que Calédonie se situe là-dedans. Se situe pas autrement. C'est tout. Voilà. On rentre dans une période aujourd'hui où chaque manifestation culturelle a automatiquement une conséquence que sur le politique, mais pas le politique avec un petit p, le politique au sens grec du terme, c'est-à-dire la vie de la police, la vie de la cité. Et c'est ce que le vieux vous a dit tout à l'heure. C'est la société civile aussi qui doit dire et faire des choses. Elle fait avancer les choses, et puis peut-être, et Calédonie en est un exemple, peut-être qu'elle est déjà avancée plus vite que beaucoup de nos responsables. Et c'est à nos responsables aussi à regarder ce que fait la société civile. Je crois que c'est le message aussi que les gens de Hadjiarou ont voulu dire et ont voulu vous dire ce soir. Voilà, je vous remercie. Bon, bon, merci José. Donc, de la conférence, merci, je dirais, aux responsables d'Adji, Haro. Calédonie, ce n'est pas simplement, je dirais, la démarche d'une communauté pour faire une démonstration. Je crois que Calédonie, ça vient de beaucoup plus loin que ça, c'est beaucoup plus profond. Lorsque Madame Dewe-Gorodé nous propose en 2010 de mettre en avant, je dirais, les Arabes dans le cadre de l'année d'outre-mer 2011, et qu'on répond oui au niveau de l'exposition à l'Institut du monde arabe, c'était pas pour, je dirais, faire une démonstration que nous étions donc des intégrés, des assimilés. Moi, en tant que tel, je ne me suis jamais senti ni assimilé, ni intégré. Je suis calédonien. D'ailleurs, quelque part, ça a été dit dans le film de Mehdi Lalaoui, que je suis né algérien, mais que mon pays, c'est la Nouvelle-Calédonie. Même si j'aime beaucoup l'Algérie, si j'ai beaucoup de famille, il faut savoir qu'en Algérie, nous sommes les porteurs de la génération, parce que mon père est arrivé ici, il a laissé une orpheline en Algérie, donc notre sœur, qui est décédée avant que moi je naisse. Je suis né en 1938, je suis né d'un père sujet. Et c'est là souvent la différence que je peux faire avec d'autres, je dirais, d'autres communautés qui sont arrivées ici pour travailler.
ne sommes pas arrivés ici pour travailler, nous sommes arrivés, nos parents sont arrivés avec des chaînes, enchaînés, exilés, c'est le terme qu'il faut utiliser, et nous n'avons pas eu d'autre choix. Nous n'avons pas eu d'autre choix pour survivre que de nous battre. De nous battre, je dirais, à notre façon. Alors, lorsqu'on a décidé de Calédoune, on n'est pas allé chercher ailleurs. On n'a pas été chercher, voir si de l'autre côté de l'océan, on pouvait trouver quelqu'un pour nous faire l'exposition Calédoune. Avec Madame Dewey-Gorodé, avec Louis-José Barbossan, Christophe Sand, le service culturel de la mairie de Bourail, on a travaillé sur Calédoune. Et on le doit, je dirais, à un historien calédonien, à Christophe Sand, un archéologue calédonien, qui a eu, les deux, ont eu beaucoup de difficultés à s'imposer dans leur fonction, dans leur profession. Et c'est tout à l'honneur des Calédoniens et de l'association aussi des Arabes, c'est que cette production, parce que c'est une vraie production, Calédoune, qu'elle ait pu pour la première fois, être à l'Institut du monde arabe. Mais dès le départ, Christophe est là, Louis-José est là, nous avons dit, nous ne pouvons faire cette opération qu'avec la participation, avec l'implication des coutumiers de la région. C'est ainsi que les coutumiers de la région ont tout de suite répondu oui et qu'ils ont fortement adhéré et participé à l'élaboration de l'exposition. Et lorsque, à l'Institut du monde arabe, nous arrivons à l'Institut du monde arabe, ce sont les coutumiers qui nous ouvrent la porte parce que, tout à l'heure, Louis-José a parlé du problème de l'insurrection, du problème des terres. Et il est vrai que ce que nos parents avaient subi en Algérie, c'est-à-dire la prise de possession et je dirais l'évacuation et la transformation en tribu, une décennie. C'est une décennie avant la prise de possession en Nouvelle-Calédonie. Parce qu'il y a eu une prise de possession d'Algérie. Il ne faut pas quand même perdre de vue qu'il y a eu la bataille d'Alger qui a permis à la France de prendre possession, je dirais, par la force. Donc, je crois qu'on peut, en résumé, dire que les Algériens et les Kanaks ont subi le même système colonial. Ils ont subi le même système colonial. Ils ont été sujets. Là, ces dernières semaines, on a pu voir des films sur la guerre 14-18, sur la guerre 39-45. Les Kanaks, les Arabes en général, le Maghreb, même le Soudan, les gens qui fournissaient des militaires, c'était les tirailleurs, c'était ceux qui étaient en première ligne, parce qu'ils étaient des sujets, ils n'étaient pas français. Ça, c'est une chose que souvent on oublie ou qu'on essaie de cacher, parce qu'on est encore un petit peu, Louis-José, dans le pays du Nord-Di. Alors nous, on a essayé de sortir avec Calédoune du Nord-Di. Et je pense que, personnellement, qu'on y arrive. C'est pas évident. Mais ce qui s'est fait avec Calédoune pourrait se faire aussi avec, je dirais, toutes les autres tendances de communauté. Alors Calédoune, c'est quoi? Les Arabes, c'est quoi? Louis-José l'a dit. Là, ici, on a, au bout de la table, Roli Monawa, qui est famille avec la famille Mistoura. La grand-mère de Roli était la sœur de la famille Mistoura, qui est une famille arabe de Bogen. Donc, au niveau de Bourail, il y a eu aussi, il y a eu beaucoup de métissage. Alors, Roli, en réalité, quand il est avec la famille Mistoura, eh bien, c'est un cousin ou un tonton à la méthode kanak.
Cette démarche aussi, elle a été un petit peu aussi dictée par la reconnaissance de l'ère Hadjié, où nous vivons. Pour la grande partie des Arabes, ils ont été installés sur Nessadiou, sur Bogen, sur la Poulo, dans toute la région de Bouraï. Ensuite, ils ont essaimé. Alors, je crois que c'est cette leçon qu'il faut tirer de Calédonie. Et si on l'a réussi, c'est parce que aussi, on l'a réussi en équipe, avec un historien, avec un archéologue, qui donc ont donné de leur temps. Mais aussi parce que ça nous a été offert par une Kanak, Madame Dewe-Gorodé. Sans elle, Calédonie n'existerait pas. Mais comme avec elle, ça existait, on va essayer de faire vivre au maximum. Et merci, Monsieur le Président de la DCK, de nous avoir accueillis au Centre Jabraï Chibaou. Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clore le débat du jour. Vous avez peut-être vu tout à l'heure qu'il y a quand même de la documentation qui est à votre disposition à la médiathèque du Centre culturel. Et puis, vous en avez vu quelques extraits. Il y a pas mal de documents qui se trouvent aux archives de la Nouvelle-Calédonie également. Prochain rendez-vous, ici même le 11 juin, pour une projection d'un film australien, Swerve. Merci à vous. Ah, Monsieur Haïfa voudrait rajouter quelque chose. Tenez. Le jeudi 4 juin, donc jeudi prochain, on vous invite à venir voir un film. On l'a baptisé la synthèse des témoins de la mémoire, parce que les témoins de la mémoire, sont 8 documentaires de 52 minutes et voire plus, qui ont été produits en 2004 par Saïd Oulmi et Fatia Si Youssef. Ils en ont donc fait une synthèse d'environ 1h 3/4, plus près de 2 heures, donc jeudi 4. Et le jeudi 18, il y a le film Le Retour, c'est un film sur 1h30 de film sur le retour des familles calédoniennes en Algérie, donc qui ont été filmés. Donc vous êtes cordialement invités, c'est à la salle Eman. Voilà. Merci.